Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Au lendemain de sa victoire, Alexis Tsipras a prêté serment sans bénédiction religieuse et sans cravate. Le jeune Premier ministre imprime sa marque. Les attentes sont grandes pour ce parti Syriza qui a fait alliance avec un mouvement eurosceptique de droite, le tout sous le regard vigilant de l'Europe et surtout de l'Allemagne. Analyse à suivre sur ce sujet de notre chroniqueur Jean-Luc Gombault tout à l'heure. Emmanuel Macron dans le chaudron de l'Assemblée nationale. Le ministre de l'économie a défendu son projet de loi sur la croissance. Plus de 3000 amendements déposés. Les débats s'annoncent vifs. Extrait dans ce journal. Il faut agir et vite. L'ex-syndicaliste François Chérèque, désormais inspecteur général des affaires sociales, s'alarme de la hausse de la pauvreté des enfants en France. Auteur d'un rapport sur le sujet remis ce jour au Premier ministre, il dénonce une pauvreté toujours plus profonde dans notre pays. Il nous en parlera ce soir. François Chérèque est l'invité du 22h. Des mesures d'urgence pour lutter contre la mortalité sur les routes, taux d'alcoolémie abaissé pour les plus jeunes conducteurs et kit main libre interdit. Ces annonces interviennent alors que le nombre de morts au volant est reparti à la hausse en 2014. Les détails dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Et avant de développer tous ces titres, cette information qui nous est parvenue tout à l'heure, au moins 8 Français ont trouvé la mort après le crash d'un avion de chasse sur une base de l'OTAN dans le sud-est de l'Espagne. L'accident est intervenu au moment du décollage de l'appareil appartenant à l'armée grecque. Le bilan provisoire fait état d'au moins 10 victimes et d'une vingtaine de blessés. Nous y reviendrons dans ce journal avec plus d'éléments tout à l'heure. Dans l'actualité ce soir, tous les regards sont tournés vers lui, sans cravate et sans bénédiction religieuse orthodoxe comme le veut la tradition. Le nouveau Premier ministre grec âgé de 40 ans a prêté serment aujourd'hui. Quelques heures auparavant, Alexis Tsipras a conclu un accord de gouvernement avec un parti eurosceptique de droite. Son gouvernement devrait être annoncé demain. Les attentes des Grecs sont très fortes et les questions des Européens sur les intentions de ce nouvel homme fort du pays sont nombreuses. On voit tout cela avec Paul Bouffard. Victoire en Grèce et peut-être une nouvelle ère politique pour l'Union européenne qui inquiète certains. Dans un tweet lapidaire, David Cameron affirme que l'élection grecque va renforcer l'incertitude économique en Europe. En Allemagne, pas de commentaire direct de la chancelière Merkel, juste son porte-parole qui somme la Grèce de tenir ses engagements. La Grèce a fourni dans les années passées de gros efforts pour faire les réformes et il est pour nous important que les mesures du nouveau gouvernement visent la poursuite de la reprise économique de la Grèce. Ce qui implique que les engagements pris soient respectés et que le nouveau gouvernement s'implique dans les réformes. La victoire grecque déstabilise le pacte pro-austérité en Europe, mais donne des ailes à la gauche. Un printemps européen pourrait s'emparer de l'Espagne. Le parti Podemos, porté par son dirigeant Pablo Iglesias, est au coude à coude dans les sondages avec le Parti populaire de droite. Nous pensons que c'est une bonne nouvelle pour le sud de l'Europe et que ça ouvre une nouvelle idée de l'Europe, basée sur la souveraineté du peuple, une souveraineté nationale et populaire. Dans le reste de l'Europe, Irlande, Portugal, Suède, les partis de gauche radicale ont aussi le vent en poupe après leur percée lors des européennes de 2014. En Italie comme en France, le succès de Syriza place les gouvernements sous la pression de leur propre gauche, auréolée de cette victoire. Hier soir, Jean-Luc Mélenchon rêvait déjà d'un effet domino dans toute l'Europe. Voilà, et j'ajoute que François Hollande a invité le nouveau Premier ministre grec lors d'un échange téléphonique à se rendre rapidement à Paris. Le président qui a félicité Alexis Tsipras de sa victoire, indiquant, je cite, que la France sera aux côtés de la Grèce dans cette période importante pour son avenir. C'est un marathon parlementaire et un sentier parsemé de choses-trappes pour le ministre de l'économie. Emmanuel Macron défend son projet de loi sur la croissance dans le chaudron de l'Assemblée nationale. Durant 2 semaines de débat, il va croiser le fer avec les députés, y compris de la majorité. Les détails avec Sophie Normand-Couturier.
Emmanuel Macron n'est pas venu seul. À ses côtés, les ministres de l'Emploi et de la Justice concernés par son emblématique projet de loi. De quoi se sentir un peu plus fort pour ouvrir le débat. Nous avons collectivement, trop souvent remis à demain ce qui devait être fait aujourd'hui, quand ce n'était pas hier. Profession réglementée, travail du dimanche, épargne salariale, procédure collective, justice prud'homale et j'en passe. Cette loi porte plusieurs réformes dont on a beaucoup parlé, mais qui n'ont jamais été faites. Au total, quelques 200 articles qui pourraient bien mettre en lumière des divisions internes, à droite comme à gauche. Côté PS, les frondeurs n'affichent plus aussi ouvertement des intentions de voter contre, mais parlent d'un texte pas votable en l'état. Parce qu'aujourd'hui, il y a des dispositions sur lesquelles nous sommes prêts à voter contre. Parce que l'extension du travail du dimanche, peut-être même sa généralisation, c'est contraire à nos engagements et c'est contraire à l'efficacité économique. L'autre mesure controversée, c'est la libéralisation des professions réglementées. L'UMP les défend. Officiellement, le parti appelle à voter contre la loi Macron. Une attitude dénoncée par certains députés. La libéralisation du transport par autocar, je suis pour. L'amélioration de la gouvernance du secteur autoroutier, je suis pour. L'accélération des procédures devant les prud'hommes, je suis pour. La simplification du droit de l'environnement, je suis pour. Alors pourquoi est-ce que vous voulez qu'au final je vote contre la loi ? Une partie de la droite qui se dit pour, une partie de la gauche qui se dit contre. Plus de 3000 amendements déposés. Le débat dans l'hémicycle risque de ne pas être aisé ces 2 prochaines semaines. Intrigue, manœuvre et complot, le procès Bettencourt s'est ouvert aujourd'hui à Bordeaux et ce premier jour d'audience a été marqué par un coup de théâtre, la tentative de suicide de l'ex-infirmier de la milliardaire Liliane Bettencourt. On revient sur les enjeux de ce procès hors norme avec Pauline Dame. C'est un procès sous haute tension pour un feuilleton politico-financier hors norme. Sur le banc des accusés, des intimes, des employés, mais aussi des politiques comme Éric Woerth. Tout commence il y a 8 ans par une guerre familiale. Au cœur du dossier, Liliane Bettencourt, une milliardaire vulnérable, sa fille et un ami photographe, François-Marie Bagné. Il est soupçonné d'avoir touché des centaines de millions d'euros sous forme de dons et d'œuvres d'art. 3 ans plus tard, l'affaire devient politique. La presse divulgue des enregistrements pirates réalisés par l'ex-majordome de Liliane Bettencourt. On y entend Patrice Demestre, le gestionnaire de fortune de la milliardaire, évoquer des opérations financières douteuses. Des noms circulent, parmi lesquels Éric Woerth, alors ministre du Budget et trésorier de l'UMP. Claire Thibout, la comptable de Liliane Bettencourt, affirme qu'il a reçu 150 000 € en liquide pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Mais en novembre dernier, elle est mise en examen pour faux témoignage. Poursuivi pour recel, Éric Woerth encourt 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Nicolas Sarkozy bénéficie quant à lui d'un non-lieu. Merci beaucoup. Une saga rocambolesque et un procès qui devrait l'être tout autant. Dernier coup de théâtre ce matin, avec l'annonce de la tentative de suicide de l'ex-infirmier de la milliardaire et le report du procès à demain matin. La suite du journal et comme tous les lundis, c'est le grand décryptage du 22h. Au menu ce soir, 3 thèmes. Les attentes des Grecs et les questions des Européens sur les intentions du nouveau Premier ministre Tsipras. Emmanuel Macron et son projet de loi à l'épreuve de l'Assemblée nationale. C'est un marathon parlementaire et une bataille politique qui s'engage. Et puis, la pauvreté en France. Le gouvernement doit davantage aider les familles pauvres, en particulier monoparentales. C'est le cri d'alarme d'un rapport remis aujourd'hui au Premier ministre qui souligne l'aggravation des difficultés en France. Son auteur est notre invité, François Chérec. Bonsoir. Bonsoir. Ancien numéro 1 de la CFDT. Vous êtes aujourd'hui, je le précise, inspecteur général des affaires sociales, en charge, c'est très important, du suivi du plan contre la pauvreté et pour l'exclusion sociale. On va en parler en détail ce soir. On accueille également notre chroniqueur, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jean-Louis. Mais d'abord, l'actualité, François Chérec, c'est le nouveau Premier ministre grec qui s'installe au pouvoir. Tous les regards sont tournés vers lui et vers ses premiers gestes. Les Grecs espèrent qu'il réussira à desserrer l'étau de l'austérité, une austérité contre laquelle vous avez beaucoup manifesté. Comment vous accueillez cette nouvelle et cette élection? C'est vrai, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, j'étais syndicaliste. Les syndicats européens ont souvent manifesté contre les plans d'austérité en Europe. Imaginez en France un gouvernement qui décide de baisser les salaires de 30%. Le salaire médian en Grèce, il a baissé de 30%.
quel gouvernement se ferait réélire sur un résultat de ce type? Et il ne faut pas oublier non plus que ce qui s'est passé, la France, la responsabilité de la France et de l'Allemagne, Monsieur Sarkozy, Madame Merkel, qui empêchait le Premier ministre socialiste, Monsieur Papa Andréou, à l'époque, de faire un référendum pour demander à son peuple s'il était d'accord pour faire ce plan. La France lui avait interdit de le faire. Donc le résultat, il était prévu. Il y avait un peu renoncé de lui-même. Oui, mais enfin, le résultat, il était prévu. Ceci dit, les Grecs ont leur responsabilité quand même. Il ne faut pas l'oublier non plus. Ils avaient un problème de fiscalité, ils avaient un problème de corruption. Ce Premier ministre dit qu'il va lutter contre la corruption. Il y avait ou il y a toujours? Il y a toujours. Visiblement, ce que dit ce nouveau Premier ministre, c'est qu'il y a un problème de corruption. Donc je pense que les Grecs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont négocier. Et ils ont raison de négocier. Et maintenant, on va voir ce qui va se passer. Mais je pense que ceux qui disent ça va tout changer, je pense comme toujours en Europe, ça bouscule tout. Et on finit toujours par négocier et trouver une solution. Il y a une véritable Syriza mania en France, dans la classe politique en tous les cas, qui va de l'extrême gauche à l'autre bout de l'échiquier politique, à l'extrême droite. Est-ce que c'est une grande opération de récupération pour vous? Oui. Parce que vous voyez le style de ce Premier ministre, y compris son pragmatisme, n'est pas celui de l'extrême gauche française. La façon de parler, la façon de se tenir, la façon dans la campagne électorale, il a annoncé que certes il allait négocier, mais qu'il va falloir quand même discuter et que ça ne serait pas le grand soir. Quant à l'extrême droite, je veux dire, c'est tellement ridicule cette opération de récupération que personne n'y croit. Donc pour vous, c'est pas un Mélenchon grec, pas du tout, vous nous dites? Non, on voit bien. J'ai suivi les discours, tout ça. On n'entendait pas le nouveau Premier ministre grec insulter les journalistes, insulter. Non, il a une position quand même responsable. Et je pense qu'il risque de surprendre d'un côté comme de l'autre, avec sa fermeté certainement, parce que c'est quand même son programme. Mais il ne fera pas plaisir non plus à tout le monde. Oui, Jean-Luc Gombault, il y a justement cette Tsipramania qui s'est emparée de beaucoup de monde avec ce leader jeune, charismatique. Si on voit les choses de manière posée, que dit-il, que promet-il qui pourrait inquiéter l'Europe et l'Allemagne? Mais pas grand-chose en réalité, parce qu'il y a 2 ans encore, M. Tsipras disait qu'il fallait sortir de l'euro. Et il a complètement modulé son discours et maintenant il dit qu'il faut renégocier la dette. Il va se trouver devant un double problème qui est le problème de toutes les personnes qui arrivent au pouvoir. C'est un côté les engagements que vous prenez avec votre peuple, mais aussi le fait qu'en arrivant comme chef d'État, vous devez respecter les engagements de ceux qui vous ont précédé. Sauf si vous décidez la rupture totale. Par exemple, je quitte l'euro, je ne paye pas mes dettes. Là, effectivement, vous ne respectez pas les engagements de vos prédécesseurs. Mais là, je pense que Tsipras a réfléchi, il s'est dit, bon, je peux peut-être faire ça, mais ça me poserait plus de problèmes que ça m'apporterait de solutions. Ça nous en poserait d'abord à nous. Parce que si, par exemple, la Grèce disait « je ne rembourse plus », par exemple, pour un pays comme la France, c'est quand même 40 milliards d'euros que l'État français a prêté à la Grèce, 40 milliards que nous avons nous-mêmes empruntés pour pouvoir les prêter. Bon, vous me dites 2000 milliards d'euros de dettes que nous avons, ça ferait 2040, c'est pas grande différence. Enfin, quand même, ça nous poserait un petit problème. Mais ça poserait surtout un gros problème à la Grèce, et c'est là-dessus que Tsipras a dû réfléchir ces 2 dernières années, c'est qu'en réalité, on parle beaucoup, M. Chérèque vient de le signaler, sur la saignée que subit le peuple grec depuis maintenant 4-5 ans, qui est absolument épouvantable. Mais non seulement il y a effectivement cette saignée, mais la Grèce est sous perfusion aussi. Il ne faut pas oublier. Oui, elle est financée chaque jour par le Fonds monétaire international, le mécanisme européen de stabilité, par la Banque centrale européenne. Et si jamais ces tuyaux-là étaient rompus, on ne pourrait plus payer les salaires, même s'ils sont très bas. On ne pourrait plus payer les retraites. On ne pourrait plus rien faire. Donc il s'est dit, je vais renégocier. Et ça ne va pas être si simple. Parce que, malgré tout, quand on renégocie, il faut que la partie d'en face fasse des concessions. Or, si par exemple on renégocie le rééchelonnement de la dette que les Grecs ont vis-à-vis de nous, il faudra quand même qu'on le paiera en quelque part. On ne paiera pas des sommes considérables, mais ça sera quand même un effort. Et deuxièmement, pour terminer, je dirais que quand même, la renégociation de la dette ne se fera qu'à condition que les Grecs continue de faire un certain nombre de sacrifices. Ce sera les conditions. Alors vous avez insisté, Jean-Louis Gombault, sur la situation grecque. François Chérèque, ça fait des années, comme l'a dit Jean-Louis, que des réformes sont en cours, plus ou moins profondes, mais qui impactent durement la vie des Grecs. Alors eux, ils connaissent vraiment la vraie austérité et la pauvreté. Alors j'ai quelques chiffres. Depuis 2008, selon l'UNICEF, le taux de pauvreté infantile a doublé en Grèce. C'est une véritable austérité, parce que souvent on parle d'austérité dans d'autres pays. Il faut faire attention aux situations vécues. Si on compare à la situation française, en France, il y a des situations de rigueur. Les salaires des fonctionnaires est bloqué, l'évolution des retraites
aussi atténuée, en dessous de 1 200 €. Donc il y a des mesures de rigueur qui font plaisir à personne, et qui ne sont pas toujours d'ailleurs les bonnes mesures. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Les retraites, c'est 30% de moins. Les fonctionnaires, c'est 30% de moins. Le SMIC a été abaissé du même niveau. Donc là, c'est vraiment des situations dramatiques au niveau, et en particulier parce que l'espoir qui était derrière quand même, c'était que ça relance l'économie, et malheureusement, ça pas, comme vous venez de le dire, ça n'a pas relancé l'économie. Donc il y a quand même, il faut le reconnaître. Même s'il y a un frémissement. Hein, oui, il y a un frémissement, oui. mais un frémissement ne fait pas une relance. Certes. Et donc il y a quand même un échec de ce plan-là. Donc je pense qu'il n'y a aucun gouvernement européen qui aurait résisté à ce plan de rigueur. Et déjà que le gouvernement sortant fasse 27%, c'est pratiquement un miracle. C'est pratiquement un miracle. Donc je crois qu'il faut être sérieux et il faut maintenant aider les Grecs. Et puis les Grecs doivent faire les efforts, mais ils ont déjà fait beaucoup d'efforts eux-mêmes. Alors revenons en France, François Chérèque. Vous avez donc remis aujourd'hui un premier rapport d'étape, 1 an après la mise en œuvre du plan contre la pauvreté, un rapport d'évaluation, mais qui est aussi un cri d'alarme, en particulier envers la situation des familles monoparentales et des enfants. Quel est votre constat aujourd'hui? Alors, mon constat aujourd'hui, d'abord, sur ce plan de pauvreté, c'est que le gouvernement, il respecte ses engagements. Ça, c'est un élément important, parce qu'on fait la comparaison avec les Grecs. Le gouvernement a décidé d'augmenter les minima sociaux. Hein, le RSA augmente plus vite que l'inflation. En particulier, les minima sociaux pour ces familles pauvres. Hein, le complément familial va être augmenté de 50% en 5 ans. Donc il y a un effort réel qui est fait pour ces populations-là. Les chiffres que je donne dans mon rapport sont les chiffres de 2012. Malheureusement, les statistiques, elles sont toujours 2 ans de retard. Et on note en 2012 une augmentation de la pauvreté des enfants une nouvelle fois. Je donne juste 2 chiffres sans troubler. La pauvreté des moins de 18 ans, c'est les enfants pauvres, mais qui vivent dans des familles pauvres. Voilà. Ils ne sont pas tout seuls à la rue. C'est des enfants vivant dans les familles pauvres. Le taux de pauvreté est de 19,7%. Quasiment 20% des enfants de notre pays vivent dans une famille pauvre. Le taux de pauvreté des plus de 65 ans, des retraités, est lui de 8,7%. C'est-à-dire que toutes les politiques sociales qu'on a fait depuis 30 ans vers les personnes âgées donnent des résultats très positifs de pauvreté. Par contre, on a eu tendance peut-être à oublier les familles pauvres. Donc là, en plus de ce que fait le gouvernement, et je le dis, le gouvernement vous préconisez des actions spécifiques. Hein. Alors, vous dites accélération de l'accès aux structures d'accueil collectif, les crèches, les écoles maternelles, accompagnement renforcé vers l'emploi. Pour les parents, est-ce que ce sont des vœux pieux ? Accompagnement vers l'emploi quand on a un taux de chômage aussi important. Oui, mais peut-être que justement, dans ces taux de chômage difficiles, c'est le moment pour former les personnes qui sont plus en difficulté. On sait très bien que ces parents, c'est aussi des parents qui sont jeunes en règle générale. Hein, ce sont surtout des mères qui sont seules avec leurs enfants. Le taux de pauvreté dans les familles monoparentales, c'est 31%. C'est-à-dire un enfant sur 3 qui vit seul avec sa mère, en règle générale, est dans une situation de pauvreté. Donc, les aides que le gouvernement met en augmentant les minima sociaux, je viens de le dire, c'est positif. On vient d'augmenter le nombre de places de crèche. Encore faut-il qu'elles profitent à ces familles-là. On vient d'ouvrir de plus en plus de places à l'école pour les plus de 2 ans, pour les tout petits. Autant qu'elles profitent aussi à ces familles-là. Et faisons en sorte que les mamans qui vivent dans des emplois précaires soient formées, soient qualifiées pour que puissent, si l'économie repart, en profiter et de cette façon-là, sortir durablement de la pauvreté. Alors je vais laisser Jean-Louis dans quelques instants intervenir sur ce sujet, mais justement pour rendre compte de l'enfermement de certains quartiers pauvres, le Premier ministre auquel vous avez rendu votre rapport ce soir, Manuel Valls, a parlé d'apartheid, d'une formule choc qui renvoie à une réalité terrible, à un système politique terrible. Mais est-ce que vous partagez, au-delà peut-être du mot, son constat? Écoutez, si j'ai voulu, avec mes collègues de l'IGAS, on a fait le rapport à 3, si j'ai voulu, nous avons voulu mettre l'accent sur les familles pauvres, c'est un petit peu dans la même logique. Maintenant, s'il faut choquer pour qu'on entende les problèmes, eh bien autant choquer. Avec un mot comme apartheid. Oui, en écoutez, France. Certains parlent d'une insulte à la République. Oui, mais je veux bien les gens qui font l'insulte à la République. Il y a eu la crise des banlieues en 2005. Résultat de la crise de banlieue, tout le monde était conscient qu'il y avait un problème. La réponse du dernier gouvernement, c'était le Karcher. Rappelez-vous, on va vous débarrasser de ces racailles. Donc, moi, ce que je dis, le Premier ministre, je n'aurais pas utilisé ces mots-là, ça ne serait pas venu à l'esprit. Mais en même temps, quand on vit dans un quartier en difficulté et qu'on ne trouve pas de travail parce qu'on est originaire de ce quartier et de surcroît parce qu'on est d'origine étrangère, c'est de la discrimination
C'est du racisme Mais parfois. de la discrimination d'État, j'allais dire, installée par le pouvoir? Mais non, pas installée par Voilà. le pouvoir. C'est ça, oui, oui. c'est la notion que vous faites vis-à-vis de l'apartheid. Mais c'est un système qui fonctionne dans notre pays où des jeunes, des hommes, des femmes sont discriminés parce qu'ils sont d'origine de ces quartiers-là. Donc, inévitablement, c'est un système sur lequel il faut lutter. Emmanuel Valls propose, alors, pour lutter, une politique du peuplement, pour lutter contre cette ghettoisation. Bon, on comprend ce qu'il veut dire par peuplement, mais vous croyez que ça se fait facilement? Ça peut se faire, ces transferts de personnes pour changer ces quartiers? Non, ça se fait pas facilement. C'est des choses qui se font sur le temps, et c'est évident. Mais en même temps, on a encore, et la loi, comment dirais-je, Allure, oblige un taux de logements sociaux de 25% par commune. Il y a des communes qui préfèrent payer des taxes plutôt que ces logements sociaux. L'idée, c'est peut-être pas de mettre tout le monde dans les mêmes quartiers, mais au moins que les quartiers soient les uns à côté des autres, les écoles entre les quartiers, que les enfants soient ensemble. On est en train de dire il faut développer le service civique pour qu'il y ait de la mixité sociale. Mais si elle commence à l'école, la mixité sociale, elle se fait pas à l'école dès la petite enfance. Les petits enfants noirs, les petits enfants d'origine d'Afrique du Nord, les petits enfants blancs, s'ils étaient déjà à l'école tout petits ensemble, mais ils le sont de moins en moins parce qu'ils ne vivent pas dans les mêmes quartiers. Alors, aux États-Unis, il y a la logique des bus. On voit bien tous ceux qui vont aux États-Unis, on voit ces bus jaunes qui transfèrent les enfants d'un quartier à l'autre. C'est de cette façon-là qu'on fait de la mixité sociale. On peut inventer des choses spécifiques à notre pays. Et vous avez parlé du service civique. Je rappelle que vous présidez l'agence du service civique. Le service civique qui est revenu au centre des débats. On redécouvre ses vertus pour, disons, inculquer certaines valeurs aux jeunes. Jean-Luc Gombault, vous voulez peut-être revenir sur, un point en particulier? Le fait qu'une partie des pauvres ne profite pas des possibilités qui leur sont offertes. Est-ce que dans votre rapport, vous envisagez, il paraît qu'un tiers à 40% des gens qui pourraient toucher le RSA ne le touchent pas, parce qu'ils ne sont pas au courant. Comment on les mobilise pour qu'ils soient au courant qu'il y a des choses disponibles pour eux? Alors c'est vrai que c'est une des spécificités. On a à peu près 5 à 6 milliards d'euros normalement de dépenses sociales qui ne le sont pas parce que les gens ne bénéficient pas de leurs droits, souvent par manque de connaissances. Donc dans le plan, il y a mis en place ce qu'on appelle les rendez-vous des droits, c'est-à-dire que les CAF font 100 000 rendez-vous des droits par an, c'est-à-dire font venir les personnes ou vont les voir pour leur expliquer leurs droits et pour faire en sorte, c'est mis en place cette année, ça marche plutôt bien. Et c'est quelque chose qui doit se développer. Je prends l'exemple du RSA activité. Vous savez, cette prime, c'est même pas 1 sur 2, c'est 1 sur 3 qui le touche. Donc le gouvernement a décidé de réformer le RSA activité, ça marche pas. De le fusionner avec la prime pour l'emploi et de faire une prime d'activité. Dans le rapport, on propose qu'on favorise le travail, c'est-à-dire que ce soit vraiment les travailleurs pauvres qui en bénéficient, c'est-à-dire faire en sorte que ceux qui ont des emplois précaires aient cette prime liée au travail, et c'est un élément important. Et si on simplifie le dispositif, on aura un meilleur recours, comme vous le dites. Mais vous êtes conscient que quand même qu'une partie de la population qui touche la prime d'activité ne la touchera plus dans ces conditions. Ces couches moyennes qui percevaient cette prime d'activité qui existait jusqu'avant, je passe par la prime pour l'emploi, ils ne la toucheront plus. Attendez, pour le moment, la réforme n'est pas faite, ça doit passer. Oui, voilà. On verra ce qu'il en sera. Mais il y a quand même des personnes qui touchent plus de 3 000 euros et qui touchent cette prime, et c'est peut-être pas utile. En conclusion, François Chérec, après la remise de votre rapport ce soir, Matignon annonce que le gouvernement présentera une feuille de route précise début mars sur ce plan contre la pauvreté. Est-ce que selon vous, il a compris l'urgence de la situation? Parce que votre rapport, c'est un véritable cri d'alarme. Moi, je l'ai lu, il y a vraiment un constat accablant. Écoutez, le constat, il n'est pas accablant pour le gouvernement. La situation de la pauvreté, pour tous les gouvernements, je l'ai dit, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est accablant pour notre pays. D'une part, le gouvernement respecte sa feuille de route. En règle générale, on a des difficultés pour construire des logements sociaux. Justement, on parlait de mixité sociale. Le Premier ministre m'a donné le sentiment qu'il était très attentif à ce que je lui disais et très attentif au rapport. Donc effectivement, dans un mois, normalement, il devrait adapter ce plan qui avait été décidé par son prédécesseur. Et je pense que c'était l'objet de mon travail. Monsieur Ayrault a souhaité que je fasse un rapport annuel pour adapter tous les ans en fonction de la réalité. Monsieur Valls reprend la suite. Je pense que c'est bien qu'il y ait une continuité sur ce sujet-là de la pauvreté. Et vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup François Chérec d'avoir été notre invité. Merci Jean-Luc Gombault pour votre analyse. La suite du 22h, et je vous rappelle d'abord cette information. Au moins 8 Français ont trouvé la mort après le crash d'un avion de chasse sur une base de l'OTAN dans le sud-est de l'Espagne. L'accident est intervenu au moment du décollage de l'appareil qui appartient à l'armée grecque. Le bilan provisoire fait état d'au moins 10 victimes et d'une vingtaine de blessés. On va voir tout de suite le reste de l'actualité à présent. C'est le tour de l'info. Il est signé ce soir Agathe Pécastin.
C'est une année noire pour la sécurité routière. 120 à 140 morts de plus qu'en 2013. Une hausse de la mortalité que la France n'avait pas connue depuis 12 ans. Face à l'ampleur, le gouvernement riposte. 26 mesures pour améliorer la sécurité des piétons, renforcer les contrôles et mieux axer sur la prévention. Nous allons abaisser le taux légal d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang à 0,2 g pour tous les conducteurs novices, ceux qui viennent de passer leur permis de conduire, mais ceux aussi qui sont appelés à le repasser. Autre dispositif important, la mise en place de nouveaux radars capables de flasher un véhicule à l'avant comme à l'arrière. Son sac à dos posé sur le cercueil. Le corps d'Hervé Gourdel a quitté l'Algérie pour la France. 4 mois après son exécution par les djihadistes, le guide de montagne retrouve sa terre natale. Dans la stricte intimité, une cérémonie a été organisée dès son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Un incendie s'est déclaré ce midi au domicile de Jean-Marie Le Pen dans les Hauts-de-Seine. Le président d'honneur du Front National a été légèrement blessé, mais sa demeure serait fortement endommagée. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du départ du feu. François Hollande se rendra en Pologne pour célébrer le 70e anniversaire de la libération des camps de concentration. Auschwitz, symbole de l'horreur nazie. Le président français se tiendra aux côtés notamment de ses homologues allemands et ukrainiens. Un hommage très attendu face à une communauté juive française en deuil après les attentats. Autre rendez-vous à suivre, le grand oral du chef de l'État. François Hollande pour la 5e fois sera face à la presse française et internationale le 5 février prochain. Et on termine avec le dessin du jour signé Plantu pour Le Monde. Le dessinateur s'amuse de la victoire grecque de l'extrême gauche, une victoire qui laisse rêveur Jean-Luc Mélenchon. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On va clore ce 22h en musique avec l'une des plus belles chansons de Demis Roussos, Forever and Ever, le monument de la musique grecque qui s'est éteint à l'âge de 68 ans. Belle et douce soirée à vous. À demain avec plaisir. The one that shines on me.